Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado de Réseau 1 Québec et Top MF. Aujourd'hui, on va discuter du test PAP. Avec moi, très heureuse d'avoir Dr. Geneviève Bois. Bonjour! Geneviève est médecin de famille, professeure adjointe à l'Université de Montréal. Elle a une pratique beaucoup avec la santé des femmes. Puis elle est aussi une amie de Choisir avec soin. Oui, je suis sur le comité de Choisir avec soin Québec, puis je dirige une formation qui s'appelle Pour une pratique éclairée. J'ai une pratique assez diversifiée dans le Grand Nord où je travaille, à Wapmaxtu, mais je pratique aussi en santé des femmes à Montréal et à Gatineau. On va commencer avec un cas. Donc, le cas, c'est ma collègue qui vient me voir puis me dit « Emma, comment tu gères toutes tes astuces des pap tests de femmes de 21 ans? » Et moi, j'ai franchement répondu à ma collègue, mais je n'ai pas d'astuces de femmes de 21 ans parce que je commence juste à dépister le cancer du col à 25 ans. Ça, on a une astuce femme 21 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On devrait-tu faire ça? On va discuter de tout ça et plus sur le pap test avec Dr. Bois. Avant de parler du cas, j'aimerais ça faire un peu l'histoire du test PAP. Donc, l'histoire du test PAP est intéressante parce que c'est un dépistage qui est maintenant disponible un peu partout à travers le monde, alors qu'il n'y a jamais eu d'essai randomisé contrôlé. Donc, c'est un peu un cas de figure particulier d'un test qui a été développé il y a quand même plusieurs décennies. Là. Donc, c'est Dr. Papanicolaou qui a inventé le Papanicolaou. C'est pas la seule personne à avoir commencé à s'intéresser à des cytologies. Là. Donc, il y avait d'autres chercheurs qui étaient aussi intéressés par la question. Puis, initialement, il me semble qu'il faisait surtout ces recherches-là parce qu'il cherchait à voir si les animaux de laboratoire qu'il utilisait, là, je pense que c'était des cochons d'Inde, il voulait savoir quand est-ce qu'ils étaient en période fertile sans faire des tests plus invasifs. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à regarder là, au niveau d'échantillonnage vaginal qu'est-ce que les cellules pouvaient lui dire sur l'état hormonal là, du dit cochon d'Inde. Fait que bon, tout ça est quand même partie d'une histoire assez différente du dépistage là, du cancer du col chez les femmes humaines. Mais par la suite, puis c'était une autre technique de prélèvement là, à l'époque, à mesure que la pathologie puis la cytologie étaient des sciences là, qui se développaient, c'est là que ça a été remarqué, en fait, qu'il semblait y avoir des résultats positifs chez des femmes asymptomatiques et puis qu'on a découvert qu'il y avait cette longue phase de latence-là où des changements cellulaires précèdent là, des carcinomes in situ au niveau du col. Et de là, c'est devenu un test de dépistage. À travers le monde, ça a été mis en place de façon différente, avec des âges de début différents, des fréquences de tests différentes, et puis un moment là, pour arrêter le test qui variait aussi, mais graduellement, là, ça a été comme rolled out dans plusieurs pays à partir de là. Donc, c'est quand même un vieux test jusqu'à un certain point, mais qui en même temps fonctionne relativement bien, surtout s'il est répété. Donc, c'est un de nos plus vieux tests de dépistage. Puis, on va parler des qualités de qu'est-ce qui fait qu'un test est un bon test pour dépister. Avant ça, je voulais toucher à l'histoire un peu sombre du test PAP. Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup, comme beaucoup de choses en médecine puis beaucoup de choses en gynécologie, là, il y a une histoire qui est souvent très, très sombre là, derrière beaucoup de tout ça. On pense par exemple à Henrietta Lacks, dont les cellules qui ont été prélevées là, à son insu de sa tumeur cervicale sont devenues là, les lignées de cellules qui sont utilisées dans la recherche un peu partout dans le monde pendant des décennies. On doit beaucoup à ces lignées cellulaires-là. Ça a été un grand moment dans la découverte, par exemple, du vaccin pour la polio. Puis il y a tellement de sujets qui ont été affectés. Mais l'origine de tout ça, c'est qu'il y a une femme qui aura eu une biopsie sans savoir que ces cellules seraient envoyées à un laboratoire, puis si elles étaient utiles, seraient envoyées de par le monde à toutes sortes de chercheurs sans qu'elle soit au courant, ni sa famille. L'autopsie qui a été faite sur elle parce qu'elle a décédé de son cancer du col, j'avais compris que sa famille avait consenti, mais encore une fois, on a prélevé là, plusieurs cellules à ce moment-là. Puis je suis pas une spécialiste là, des règles sur le consentement puis des tissus, mais de ce que j'ai compris, quand la personne est vivante, on peut prendre
des cellules sans son consentement. À ce moment-là, on pouvait, je ne sais plus à quel point les choses ont changé ou pas, mais une fois que les cellules sont retirées de ton corps, en fait, elles ne t'appartiennent plus. Donc, c'est un peu comme ça que tout ça a pu se faire. Donc, c'est comme une grande contribution à la science, mais une contribution qui, comme beaucoup, a été faite à son insu, sans son consentement, puis sans non plus que la famille ait des redevances adéquates de tout ça, là. On va référer nos auditeurs à quelques ressources par rapport à Henrietta Lacks. Ça fait quand même partie de l'histoire de la médecine, puis c'est super intéressant. Docteur Bois, vous avez dit le dépistage du test PAP, c'est un bon test de dépistage quand même. Qu'est-ce qui fait qu'un test, c'est bon pour dépister? C'est un relativement bon test de dépistage, même s'il y a certains inconvénients, principalement à cause que, puis ça, on ne le savait pas vraiment au début du test PAP, mais maintenant, on en sait beaucoup plus, que le cancer du col est un cancer qui se prête particulièrement bien au dépistage. Tous les cancers se prêtent pas assez bien au dépistage, soit parce qu'ils sont pas assez fréquents, ou soit parce que la phase de latence, le moment où est-ce qu'on peut détecter d'un point de vue cellulaire des changements cancéreux ou précancéreux, mais où est-ce qu'il n'y a pas de symptômes, là, donc tous les cas infracliniques, on en a beaucoup parce que c'est un processus qui se fait sur des années, voire des décennies. Et donc, ça nous donne plein d'opportunités d'agir. Quand un cancer est trop rapide et agressif, bien, il n'y a pas de moment où intervenir. Puis évidemment, par contre, l'inverse, c'est que si un cancer est tellement lent à se développer, bien là, c'est peut-être pas nécessaire d'intervenir parce que le cancer aurait peut-être pas donné de symptômes ou affecté la personne avant son décès d'une autre cause. Fait qu'ici, c'est comme l'image de la tortue puis le lapin, puis le cancer du col, c'est un cancer de tortue, c'est lentement évolutif, donc ça se prête au dépistage. Donc, plus un cancer est lent, c'est sûr que des fois, l'exemple de la tortue, du lapin, de l'oiseau est aussi utilisé pour voir si un test de dépistage fonctionne. C'est sûr que ce qui est différent avec le test PAP, c'est que même si c'est un cancer qui est très, 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 très lent à se développer, là, le carcinome in situ, chez la plupart des gens immunocompétents du moins, on est en train de dépister une pré-tumeur ou des cellules pré-cancéreuses plutôt qu'une tumeur solide. Fait qu'en termes de dépistage, il faut comme un peu séparer les tumeurs solides, par exemple poumon, sein, prostate, des tests où est-ce qu'on cherche en fait des lésions précancéreuses, comme par exemple des polypes pour le cancer colorectal, ou alors des lésions précancéreuses, des cellules anormales pour le test PAP. C'est différent parce que les implications des faux positifs puis du surdiagnostic sont très, très différents selon si on surdiagnostique une lésion précancéreuse ou un cancer. S'il y a du surdiagnostic dans le dépistage du cancer d'une tumeur solide, et il y en a toujours, la question c'est combien, bien, ce que ça implique, c'est de retirer l'organe, de faire de la radiothérapie, de faire de la chimio, c'est des interventions qui sont vraiment pas bénignes, qui sont très invasives, qui ont des effets secondaires complexes, alors que quand on surdiagnostique des lésions précancéreuses qui finalement n'auraient pas évolué du vivant de la personne, comme un polype ou une lésion au niveau du col des cellules anormales, bien, c'est sûr qu'il y a une intervention qui va être faite, là, il va y avoir une polypectomie, on va brûler les cellules, mais c'est pas du tout le même niveau d'intervention avec les mêmes effets secondaires que de la chimio, de la radio, puis une mastectomie. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment dans une situation quand même différente du dépistage, par exemple, du cancer du sein ou du cancer de la prostate, là, de ce côté-là. C'est une distinction qui est vraiment importante. Les autres choses qui font qu'un test de dépistage est bon, donc il y a aussi de la prévalence qui est importante. Oui, fait que c'est sûr que pour qu'un test de dépistage fonctionne, il faut justement que la maladie soit assez prévalente. Il faut que la maladie soit suffisamment grave pour que les gens se soumettent à un test de dépistage. Il faut qu'on ait cette phase de latence-là, puis il faut qu'il y ait un test qui soit acceptable pour les gens, puis qu'il y ait une bonne innocuité. Si le test de dépistage fonctionne très bien, mais tue beaucoup de gens, bien, ça marche pas. Le ratio risque-bénéfice est pas quelque chose qui va être acceptable pour les gens avec raison. Puis il faut qu'on ait un traitement à leur offrir. Absolument. Fait qu'il faut qu'il y ait un traitement à offrir. Puis plus loin que ça, en fait, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait un traitement à offrir, évidemment, mais il faut aussi que le traitement, l'effet du traitement soit différentiellement meilleur à un stade plus précoce. Si tu as le même taux de succès au stade 2 ou 3, ben ça sert à rien d'attraper quelque chose plus tôt si le traitement fonctionne de la même façon. Donc, parfois, à mesure qu'on voit que nos traitements s'améliorent pour un cancer, ben, l'effet du dépistage peut s'amenuiser parce qu'on vient fermer un petit peu là, cet écart-là entre le taux de survie, par exemple, à un stade et à un autre. Avec le cancer du col de l'utérus, ben, à mesure que ces mesures-là étaient mises en place, en fait,
on trouve de moins en moins de cancers. Ce qu'on trouve surtout, c'est des lésions précancéreuses. Même si ça arrive de temps en temps qu'on peut attraper un cancer dans des populations qui sont dépistées de façon répétée, ce qui est le cas dans beaucoup de pays riches, on va surtout là, trouver des lésions précancéreuses et les traiter. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est une incidence qui diminue de la maladie. Et donc ça, c'est une preuve qu'il y a un certain succès. C'est qu'on voit l'incidence là, du carcinome diminuer. Donc, dépister le cancer du col fonctionne pour diminuer l'incidence du cancer du col. Oui, fait qu'on a quand même des données qui montrent que l'incidence, puis beaucoup moins de données, mais quand même la mortalité diminue avec l'implémentation d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. Par contre, la plupart des données ne sont pas d'excellente qualité. Comme je dis, on n'a pas d'essai randomisé contrôlé. Le plus proche, c'est un essai randomisé contrôlé qui est quand même récent, qui nous vient de l'Inde, puis en fait, c'est un essai où les clusters étaient randomisés. Donc, on randomisait des villages et non pas des personnes. C'était un gros essai randomisé là, avec 4 bras. Donc, il y avait un pap test versus un test d'ADN du VPH versus ce qu'on appelle le VIA, là, le Visual Inspection with Acetic Acid, où est-ce qu'on met là, du vinaigre essentiellement là, sur un cervix, puis on regarde s'il y a des cellules qui captent, puis on peut traiter immédiatement. Là, c'est son avantage, c'est qu'on fait le test, puis on intervient tout de suite, sans que la personne doive revenir. Versus le 4e bras de l'étude, c'était le bras où est-ce qu'on ne dépistait pas du tout. C'était une population qui, avant ça, n'était pas vraiment là, dépistée. Et puis, on voyait sur la mortalité à 8 ans, là, en fait, un bénéfice du dépistage. Les 3 types de dépistage différents performaient de façon différente, mais quand même toutes relativement positives. Et puis, donc, ça montre que d'intervenir une fois, ça fonctionne, mais la plupart des programmes de dépistage ou des recommandations de dépistage opportuniste dans les pays qui ressemblent là, au Québec, au Canada, sont beaucoup plus interventionnistes, évidemment, qu'un pap test par vie de femme. Mais déjà, on voit un effet avec un pap test, puis en fait, l'effet s'amenuise à mesure qu'on augmente à 12, 15, 20, 25, 30 pap tests par vie de femme. Mais certainement, l'effet semble être le plus important si on a un pap test aux 5 ans, peut-être un peu plus, mais il y a quand même un bénéfice, là, même en avoir un à vie. Puis en fait, c'est ce que l'OMS parle, que quand on peut, on devrait faire au moins un pap test à vie, quelque part à partir de l'âge de 30 ans. Mais ça peut paraître surprenant parce que c'est pas du tout notre expérience, là, par exemple, au Québec. Fait que revenons justement à notre cas, on dépiste à 21 ans. Fait que, à quel âge qu'on commence? Les 2 lignes directrices sur lesquelles on pourrait s'appuyer sont principalement là, les lignes directrices qui datent de 2013 du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs ou alors celle de l'INSPQ qui date de 2011. Donc, ni une ni l'autre est particulièrement récente. Là, depuis, l'INES a publié un avis en 2022, mais on y reviendra. Et puis, les recommandations sont quand même relativement similaires. Pour l'INSPQ, on parle de commencer à 21 ans, de terminer à 65, de faire le test aux 2 à 3 ans. Pour les groupes d'études canadiens, on parle de commencer à 25 ans, de terminer à 69 et de le faire aux 3 ans. Donc, essentiellement, c'est quand même pas des différences majeures, même si sur la vie d'une femme, ça peut quand même être notable. J'avais fait l'exercice par curiosité. Si on suivait, par exemple, les lignes directrices de l'INSPQ de façon très, très rigoureuse, on aurait à peu près 22 à 23 pap tests dans une vie de personnes qui ont un cervix. Alors que si on suivait les lignes directrices du groupe d'études canadien, on en aurait plutôt une quinzaine. Je sais pas toi, mais moi, avoir 15 versus 22 pap tests, ça me semble déjà vraiment mieux. Et puis, on en reparlera, mais si on allait vers un dépistage par l'ADN du VPH, comme l'INES le suggérait, aux 5 ans, bien là, ça serait encore moins, là, environ 9 par vie de femme. Donc, c'est sûr que ça fait quand même des grosses différences. Mais justement, c'est quoi le raisonnement de commencer à 21 versus 25 ans? Fait une des raisons pour laquelle on a des lignes directrices différentes, mais aussi des programmes différents, bien, il y a évidemment quelles études sont incluses dans la revue systématique, s'il y en a une. Là, le groupe d'études canadien publie sa revue systématique et elle est très, très bonne. Donc, différentes organisations vont regarder différentes études, inclure différentes choses, mais c'est aussi la valeur qu'on place sur certains avantages ou certains inconvénients. Et puis, dans le fond, ce qui a fait pencher la balance, là, puis il y a un tableau très, très clair sur le site du groupe d'études canadien qui explique là, ce qui a fait pencher la balance pour chacun des groupes d'âge où il y a une recommandation. Parce que la recommandation, dans le fond, elle est différente selon le groupe d'âge, puis elle est aussi ce qu'on appelle là, forte ou faible. Ceux qui connaissent les lignes directrices là, du groupe d'études canadien vont être familiers avec ça. Donc, une recommandation qui est faible, c'est une recommandation où on pense que les avantages et les inconvénients sont quand même relativement similaires. Puis les valeurs puis les préférences qu'on a peuvent faire qu'on penche plus d'un côté ou plus de l'autre.
Donc, au groupe d'études canadien, ce qu'on suggère, dans le fond, c'est qu'avant 25 ans, c'est une recommandation qui est contre, donc de ne pas dépister, mais faible. Donc, ce ne serait pas choquant de le faire si la personne là, comprenait les risques et les bénéfices, puis c'était quelque chose d'important pour elle. Ensuite, la recommandation devient pour, mais toujours faible. Pour les femmes de 25 ans et plus, puis c'est une recommandation qui devient forte à partir de 30 ans, parce que c'est vraiment là qu'on a le plus de données. Puis dans le fond, la raison qu'on suggère de ne pas le faire avant 25 ans, c'est qu'on a quand même de l'évidence qu'il y a des inconvénients et on n'a pas vraiment de preuves de bénéfices. Et c'est un peu la question que tu posais. On trouve toutes sortes d'astuces, des choses qui généralement disparaissent, qui régressent, et là, on vient causer beaucoup d'interventions, beaucoup d'anxiété, beaucoup de consultations, alors qu'on n'a pas de bonnes preuves là, qu'on va aider des femmes dans ce groupe d'âge-là. Mais je pense qu'il faut aussi rappeler que les lignes directrices, c'est des lignes directrices. On peut utiliser notre jugement clinique. Si on a une patiente qu'on fait un examen de son col de toute façon parce qu'elle est enceinte, puis elle a 23 ans, puis qu'elle a commencé à avoir des relations sexuelles à 12 ans, bien, on peut le faire. Puis tout comme si on a une patiente devant nous qui a 21 ans, qui a eu très peu de relations sexuelles, on peut attendre. Donc, je pense qu'il faut utiliser le jugement clinique aussi. Oui, les recommandations, c'est toujours des recommandations. On n'est jamais dans l'obligation de les suivre à la lettre. Il faut les appliquer à notre patientèle, puis la population dans laquelle on travaille. Puis le dépistage restera toujours un choix. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise autour du dépistage. J'entends souvent des gens dire que quelqu'un est dû ou est en retard ou est overdue pour son pap test. C'est pas des termes qui sont appropriés dans un contexte où c'est véritablement un choix puis une décision partagée à prendre. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des inconvénients à commencer là, très tôt ou trop tôt et qu'on n'a pas de bonnes preuves d'un effet positif. Fait que moi, généralement, là, j'attends à peu près 25 ans. Mais c'est sûr qu'à chacun aussi, là, la possibilité d'adapter à son public puis à sa patientèle. Si quelqu'un a 24 ans et demi puis effectivement, on est déjà en train de faire un examen gynéco, on peut certainement le faire en même temps. Mais c'est quand même rassurant de voir que dans différentes juridictions où on commence plus tard, 25 voire 30 ans dans certains pays, et où on fait parfois le pap test moins souvent, 3, 4, 5 ans, ben on a quand même eu des réductions très, très similaires de l'incidence du cancer du col. Donc, c'est un peu... tu sais, ce qu'on en sait, si on fait une espèce d'état des lieux, c'est que faire quelque chose, c'est mieux que rien faire pour le cancer du col. Peu importe l'intervention qu'on choisit, ADN, du VPH, PAP ou VIA, même s'il y a des avantages et inconvénients à chacune des méthodes, puis que c'est sûr qu'on vient chercher quelque chose de mieux en le répétant plusieurs fois dans la vie d'une femme, mais qu'on ne s'entend pas vraiment sur exactement le nombre de répétitions qu'il faudrait y avoir, puis que pas mal tous les endroits où le dépistage se fait à plusieurs reprises dans la vie de quelqu'un ont à peu près la même réduction de l'incidence puis de la mortalité. Donc, ça n'a probablement pas d'importance si on fait 10, 12, 15 ou 20 pap tests par vie, parce qu'il y a de moins en moins là, de bénéfices à en faire un de plus puis un de plus. Donc, mettons que tu suis les lignes directrices du Canadian Task Force et que tu commences à 25, tu finis à 69, c'est toujours une décision partagée avec tes patients. Et là, tu fais un test PAP chez ta patiente de 26 ans et ça revient pas de cellules cancéreuses, mais on n'a pas eu la zone de transformation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a moins, on n'a pas de ligne directrice là, très, très claire sur la question. Par exemple, dans celle de l'INSPQ, il n'y a pas de guidance évidente sur la question. C'est beaucoup de l'opinion d'experts. La plupart des gens s'entendent pour dire que s'il n'y a pas eu une histoire de PAP anormal, c'est pas grave, on peut continuer de suivre l'intervalle habituel. Si, par contre, il y a déjà eu une histoire de PAP anormal, ça pourrait être intéressant de le reprendre plus tôt, peut-être dans 1 an, par exemple. C'est ce que certains experts disent. Parce qu'après tout, l'endroit où les cellules anormales sont le plus à même d'être attrapées, c'est à la zone de transformation. Donc, si on n'en a pas, est-ce qu'on a un test là, qui est vraiment venu chercher un échantillon de cellules qui est complet pour nous rassurer? Pas nécessairement. En même temps, le test PAP fonctionne parce qu'il est répété. On n'obtient pas tous les mêmes avantages en le faisant une fois par vie. Donc, étant donné qu'on le refait aux 2 à 3 ans, bien, c'est peut-être pas un vrai problème puisqu'on a plusieurs opportunités avec cette longue phase de latence-là d'attraper là, des cellules anormales. Il y a aussi des gens où la zone de transformation semble être plus loin ou moins loin et donc plus facile ou moins facile à attraper. Ceci me semble très logique avec tout ce qu'on vient de dire, que est-ce qu'entre 15 et 20 pap tests par vie de la femme, il y a vraiment une si grande différence. Donc, on peut attendre 2 ans de le refaire, à moins que c'est quelqu'un qui est à plus haut risque. Je pense que c'est très logique. Puis la prochaine fois qu'on fera le pap test, on va venir faire s'asseoir la femme vraiment au bout de la table, qu'elle soit le plus à l'aise possible,
qu'on fasse notre spéculum d'une façon qu'on y mette à l'aise pour aller vraiment bien voir le col, pour aller attraper les ondes de transformation. Oui, on pourrait se dire, par exemple, qu'on va être peut-être un petit peu plus vigoureux avec notre cytobrosse là, pour aller chercher des cellules un petit peu plus loin. Il y a des femmes qui, effectivement, on se dit, mon Dieu, on n'a comme jamais de zone de transformation et où sa zone de transformation? Fait que là, on peut pas à l'infini refaire des papes là, chaque année, mais moi, c'est habituellement là, ce que je fais, puis c'est ce que la plupart des experts que j'ai entendus disent. Si on a une sorte de pape anormal, on répète plutôt dans un an. Si on n'en a pas, on laisse faire, on continue aux 2 à 3 ans, là, comme d'habitude. Est-ce que ce test de dépistage qu'on vient de discuter va rester? Donc, au Québec, probablement pas. On va sûrement, dans les prochaines années, là, passer à un test primaire de dépistage qui serait le test d'ADN du VPH. Certaines juridictions l'ont déjà fait. À ma connaissance, il y a juste l'Australie et les Pays-Bas qui ont fait la bascule complète pour le moment. Puis l'INES vient de sortir pour dire on recommande le test VPH aux 5 ans. Quel est le raisonnement de changer pour le test VPH versus le PAP test? Donc, l'INES a publié là, un avis en 2022 qui recommande effectivement là, qu'on change le test primaire pour le test d'ADN du VPH qui se ferait aux 5 ans, de 25 à 65 ans. Donc, c'est comme ça qu'on aurait la donnée d'à peu près 9 tests du VPH par vie de femme là, pour quelqu'un qui le ferait vraiment là, exactement aux 5 ans toute sa vie. C'est sûr qu'à l'époque où on a inventé le PAP test, on en parlait tout à l'heure, on n'avait aucune notion que le VPH était derrière le cancer du col. C'est des connaissances qui sont beaucoup plus récentes. Donc, c'est sûr que depuis l'avènement du PAP test et depuis l'avènement de différentes recommandations, on a beaucoup plus de connaissances sur le VPH qu'on avait avant. Puis, on sait maintenant que le VPH oncogène est une condition généralement nécessaire à développer un cancer du col. La quasi-totalité des cancers du col sont liés à une souche de VPH oncogène, ce qui nous donne la possibilité maintenant de chercher plutôt le VPH que ses effets. Est-ce que l'avènement de la vaccination contre le VPH pèse dans la balance de cette recommandation? Donc oui, l'INES en parle et puis c'est une des mentions en fait, c'est qu'on se questionne à savoir si la valeur prédictive positive du PAP test va pas devenir moins bonne à mesure que les cohortes qui deviennent sexuellement actives puis qui ont des âges dépistables sont de cohortes vaccinées. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on vaccine les filles au Québec et puis presque 10 ans là, pour les garçons. Donc c'est sûr que ça va changer l'écosystème du VPH. Pour le moment, il n'y a pas de recommandation de l'INES de changer les modalités de dépistage selon le statut vaccinal individuel. C'est vraiment une recommandation populationnelle pour une population qui est maintenant plus vaccinée qu'avant, mais qui n'est pas complètement vaccinée non plus. Donc, ce changement vers le test VPH et non pour le PAP test, est-ce que ça s'applique tout de suite? Comment ça va se faire, ce changement-là? Donc non, ça ne s'applique pas tout de suite, c'est une recommandation, mais ce n'est pas un programme. Donc on attend encore l'implantation qui va se faire probablement à vitesse variable selon la région, mais c'est sûr que ça s'en vient. En 2023, l'INES a fait aussi un nouvel avis qui parle de comment basculer là, d'un test de dépistage à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les femmes chez qui on a amorcé un dépistage avec le PAP, et puis là, on va changer de modalité. Donc on sent que c'est beaucoup plus imminent que ce l'était il y a 1 an ou 2, mais ce n'est pas encore actif dans aucune région du Québec là, aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire d'arrêter de voir ses patientes depuis jamais de faire test PAP, mais dans les prochains mois ou années, là, selon où on est, probablement qu'on va changer ce test primaire-là et qu'on va faire l'ADN du VPH en premier et des PAP tests dans certaines circonstances versus l'inverse. Le test d'ADN du VPH, c'est un test que beaucoup d'entre nous connaissent parce qu'on le fait pour le tri des ascus, mais ça va devenir une modalité qui est probablement beaucoup, beaucoup plus utilisée là, graduellement. Donc, ça va être qu'on va commencer, puis au lieu de faire le test PAP avec notre cytobrosse puis notre spatule, mais on va commencer avec le test VPH qu'on tourne à plusieurs reprises. Et ça va être le test primaire. Puis si la personne a un VPH oncogène, exemple 16-18, il va être tout de suite redirigé en colpo. Oui, fait que l'arbre décisionnel va être un peu différent. Ça serait ADN du VPH pour tous. Si on a un VPH 16 ou 18, colposcopie d'emblée. Si on a un autre VPH oncogène, là, on ferait une cytologie. Et puis, si la cytologie est positive, encore une fois, on va colposcopie. Sinon, on répéterait là, le test dans 1 an. Donc, ça vient vraiment changer là, notre algorithme actuel. Puis, les recommandations de l'INES seraient que quand on va faire cette bascule-là, donc pour votre patientèle, on commencerait le premier test d'ADN du VPH 3 ans après le dernier PAP test normal chez une personne immunocompétente, puis plutôt 1 an chez une personne immunosupprimée. Mais c'est sûr que c'est une grosse modification qui demande qu'on change toute notre trajectoire. Donc là, on a moins de lames à acheter, moins de pathologistes qui vont devoir lire des cytologies, mais il faut avoir plus de machines
machine pour rouler tous ces PCR d'ADN du VPH-là. Donc, c'est sûr que ça va faire quand même une grosse différence, puis ça prend du temps à s'ajuster à tout ça. Probablement qu'au début, il va y avoir aussi beaucoup de références supplémentaires en colposcopie, et normalement, là, ça devrait diminuer par la suite. Donc, il y a une question d'organisation des soins, donc on va rester à l'affût. Une des recommandations émises par Inès dans ce document de 2023 qui vient de sortir, c'est que ça serait bien que tout le monde ait l'offre de dépistage VPH et non seulement des gens qui ont accès à un médecin de famille. On a le programme dépistage cancer du sein, qui est un programme offert à tous, mais on n'a pas ça pour le Pap test pour l'instant. Est-ce qu'il y a ça dans la planification? Donc, c'est sûr qu'en ce moment, le dépistage par Pap test, dans la plupart des pays du monde, c'est un dépistage opportuniste. Donc, effectivement, il faut qu'on consulte quelqu'un et ensuite que cette personne-là pense à nous offrir le test, puis qu'on dise oui, puis qu'on prenne rendez-vous ou qu'on le fasse tout de suite. Il peut y avoir d'autres interventions, comme des moments ponctuels où une communauté là, reçoit une intervention, mais généralement, c'est du dépistage opportuniste. Puis on pense que dans des pays comme le Canada, on a probablement eu tout le bénéfice qu'on pouvait d'un dépistage opportuniste, là, qu'on n'ira pas vraiment chercher plus d'effets sans passer là, à soit un programme spécifique, soit à faire un effort plus particulier pour rejoindre des populations qui sont actuellement sous-dépistées. Ce qu'on sait, c'est qu'on dépiste beaucoup et probablement trop des jeunes femmes et qu'on sous-dépiste probablement des femmes un peu plus âgées. Le cancer du col devient plus prévalent à partir de 30 ans, mais surtout à partir de 40 et 50, et ça augmente avec l'âge, alors que les femmes qu'on voit, parce que ça a souvent été pairé avec la contraception, c'est souvent des femmes plus jeunes. Donc peut-être qu'on exagère un peu sur les pap tests avant 30-35 ans, puis qu'on le fait peut-être moins après. Donc, on devrait revoir notre marketing puis penser, tu fais un pap test quand tu fais un examen pour la ménopause au lieu de tu fais un pap test quand tu fais un examen pour la contraception. Peut-être qu'effectivement, et chez les médecins et chez les patients, il faut voir comment essayer de un petit peu découpler ça, là, nécessairement de la contraception pour qu'on rejoigne les bonnes femmes. Puis il y a effectivement des groupes qui sont particulièrement sur ou sous-dépistés. Donc, c'est sûr qu'on pourrait porter une attention particulière de ce côté-là. Puis peut-être qu'un programme viendrait améliorer cette équité-là, mais même avec un programme, il y a toujours des enjeux d'équité s'il y a des groupes qui ont un accès aux soins plus difficile, que ce soit parce que c'est des nouvelles arrivantes, puis qui connaissent moins le système de santé, qui ont moins accès à un ou une médecin de famille, que les recommandations sur le Pap test aussi peuvent être très différentes dans leur pays d'origine. Donc, ça peut venir jouer de plusieurs façons. Et puis, qu'on ait un programme ou pas, je pense qu'il faudrait porter attention là, au fait justement qu'il y a des populations sur- ou sous-dépistées. Puis pour les groupes qui sont sous-dépistés, une des stratégies pour aller chercher ces gens-là, c'est de faire de l'auto-prélèvement. Oui, donc l'auto-prélèvement, c'est la grande question en fait, puis je ne sais pas exactement quelle place va être faite à l'auto-prélèvement dans ce futur potentiel programme ou simplement dans la bascule vers ce nouveau test de dépistage-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui serait très apprécié des femmes. Ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est un test qui est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus intéressant pour les femmes s'il est fait en auto-prélèvement, voire que les femmes sont prêtes à un test un petit peu moins performant si ça peut leur éviter d'avoir à avoir un examen gynécologique. Ensuite, il faut savoir que selon le résultat, il faut possiblement avoir une cytologie, donc il faut quand même accepter un potentiel d'examen gynéco. Si c'est un refus catégorique, bien, il y a un questionnement sur est-ce qu'on devrait débuter le processus. Mais c'est sûr que l'auto-prélèvement serait très apprécié par beaucoup de femmes. Et par exemple, en Australie, bien, c'est vraiment un choix. Les femmes qui font le dépistage ou les personnes qui ont un cervix là, du cancer du col peuvent choisir s'ils veulent un prélèvement par un professionnel de la santé ou le faire eux-mêmes. C'est vraiment le libre choix, ce qui est super. C'est pas clair que ça va être comme ça au Québec. Pour l'instant, l'Inès parlait surtout qu'on devrait offrir l'autoprélèvement aux groupes sous-dépistés, mais que peut-être dans un deuxième temps, on devrait l'offrir à tous, puis que c'est une modalité qu'il va falloir surveiller dans le fond parce que les données continuent de sortir sur la question. J'ai une patiente dans ma clientèle, dans la mi-cinquantaine, qui n'avait jamais eu d'examen gynéco, qui était sexuellement active, qui déclinait un examen gynécologique, mais acceptait un autoprélèvement VPH, et je l'ai fait, et je ne sais pas par quelle chance, mais mon hôpital a quand même analysé son test VPH primaire qui était négatif, donc on s'est rassurés. T'es chanceuse parce qu'effectivement, le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas vraiment la capacité de faire accepter nos tests ADN du VPH quand ils viennent
de la médecine familiale et pas de colposcopie, sauf pour le tri des ascus, là. Mais effectivement, ça fait partie de toute l'organisation des soins qu'il va falloir revoir parce que ça va être un gros bolus de tests PCR à faire. Puis il va falloir effectivement avoir des trousses de prélèvement qui sont validées là, pour l'autoprélèvement. Mais ça existe, là. C'est le cas dans d'autres juridictions. Donc, je pense que si c'est vraiment ce qui est désiré par les personnes au Québec, il faudrait là, qu'on se penche là-dessus. Puis ce que je vois, c'est que les données semblent vraiment montrer que les gens préfèrent l'autoprélèvement de façon assez majeure, ou du moins avoir le choix des deux. Le choix, il ne faut pas oublier que de faire un examen, de voir des choses pour le médecin, c'est quand même intéressant, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place à l'examen gynéco, hein, c'est ça. Il faut vraiment découpler au sens que pour la personne qui a vraiment aucune plainte puis qu'on n'a aucune raison de faire un examen gynéco, ça lui sauve cet examen gynéco-là. Mais si on a un questionnement et qu'on doit le faire pour d'autres raisons, ben dans ce cas-là, effectivement, on peut faire le prélèvement en même temps puis ça sera fait. Dans les populations qui sont sous-dépistées, des fois, on entend des personnes qui ont une identité sexuelle différente pour qui le pap test peut être douloureux à cause de manque d'estrogène par la testostérone, atrophie, ou des personnes avec une orientation sexuelle comme des lesbiennes. Est-ce qu'on devrait dépister ces personnes-là et est-ce que ça change nos recommandations? Donc, effectivement, on devrait plus parler de dépister des cellules anormales puis le cancer du col chez des gens qui ont un cervix et non pas chez des femmes, parce que c'est pas l'identité qui est importante ici, c'est la présence de la dite zone de transformation, puis des cellules qui ont ce potentiel-là. Donc, les critères, ça devrait être avoir un cervix puis avoir été actif sexuellement. Et c'est tout. Évidemment, si quelqu'un n'a jamais été sexuellement actif, il n'y a pas de bénéfice là, à faire un pap test, considérant qu'on sait maintenant que le VPH incogène est nécessaire au développement du cancer. Par contre, toute activité sexuelle dans la zone générale compte, pas seulement là, la pénétration. Merci, Dr. Bois. J'aimerais ça conclure avec nos messages clés pour nos auditeurs. Donc, je dirais que nos messages clés, ça serait d'attendre 25 ans, que ce soit pour le pap test ou l'ADN du VPH, là, il n'y a pas vraiment de bénéfice à commencer plus tôt, puis ça sauve des examens gynéco, puis ça va peut-être être plus facile aussi pour basculer avec le nouveau programme. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut facilement mettre en place. La deuxième, c'est que le statut vaccinal individuel des gens n'influence ni la fréquence des pap tests et ne va pas influencer non plus la fréquence des tests d'ADN du VPH pour ensuite. Et puis, je dirais, là, pour terminer, qu'il faut faire attention justement à ne pas surdépister nos populations jeunes et qui fréquentent les soins plus souvent et à sous-dépister là, des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité ou des personnes qui sont un peu plus âgées, là où l'incidence du cancer du col commence vraiment à augmenter. Mais surtout, là, on ne lâche pas le pap test tout de suite. Faut attendre de voir quand est-ce que ça va être débloqué dans notre région respective. On ne veut pas qu'à chaque fois que les gens entendent un reportage sur la question, ils annulent leur rendez-vous, là. On continue le pap test, c'est un bon test de dépistage, mais on reste à l'affût pour tout ce qui est test VPH pour le dépistage du cancer du col. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous.